Petit garçon noir et pauvre venait de demander de la nourriture, ce que le couple millionnaire a fait, toute l'humanité a pleuré. Le portail doré grinça lorsque Marcus le poussa avec force, ses petites mains tremblant non seulement à cause du froid du matin, mais aussi de la peur. À 10 ans, il avait appris que des maisons comme celle-ci, avec des jardins parfaitement taillés et des voitures étincelantes dans le garage, avaient rarement de la place pour des garçons comme lui. Mais la faim était plus forte que la peur. « S'il vous plaît, madame », sa voix sortit rauque lorsqu'Helena ouvrit la porte. La femme d'une quarantaine d'années recula instinctivement, ses yeux bleus balayant l'enfant de la tête aux pieds. Vêtements déchirés, baskets usées, peau sombre marquée par la saleté des rues. « Je ne veux pas d'argent. Juste un peu de nourriture. Je peux travailler, nettoyer le jardin, n'importe quoi. » Helena sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux bruns qu'elle reconnaissait, une douleur profonde, bien trop familière. Depuis le bureau, Daniel observait la scène à travers la fenêtre, le journal oublié dans ses mains. Cela faisait exactement 8 mois qu'ils avaient perdu Oliver dans un accident de voiture. 8 mois depuis que cette maison s'était transformée en mausolée de silence et de larmes. « Entre », murmura Helena, ouvrant la porte complètement. Marcus hésita, regardant derrière lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'arrête. Mais la rue restait vide, sauf pour le bruit lointain de la circulation. Le manoir était tout ce que Marcus avait imaginé et bien plus encore. Les sols de marbre reflétaient des lustres en cristal, des tableaux coûteux ornaient des murs impeccables. Il se sentit sale, petit, à sa place nulle part. Helena le conduisit jusqu'à la cuisine, où elle prépara un sandwich généreux tout en l'observant dévorer chaque miette avec une urgence désespérée. « Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé correctement ?» Daniel les avait rejoints, sa voix douce mais chargée d'inquiétude. Marcus arrêta de mâcher, les yeux baissés. Il avait appris que dire la vérité sur sa situation aboutissait rarement à de l'aide, généralement à des questions gênantes et des appels aux autorités. « Quelques jours », mentit-il, alors qu'en réalité cela faisait 2 semaines qu'il survivait de restes trouvés dans les poubelles. Helena et Daniel échangèrent un regard. Tous deux reconnaissaient les signes. La manière dont il protégeait son assiette avec ses bras, la façon dont ses yeux balayaient constamment les coins de la pièce à la recherche d'issues de secours, comment il se recroquevillait lorsque les voix s'élevaient, même légèrement. « Où sont tes parents, Marcus ?» demanda doucement Helena, surprise de connaître le nom de l'enfant sans qu'il l'ait mentionné. « Mort. » Le mot sortit comme un coup de feu, direct et douloureux. « Accident de voiture il y a 1 an. Je suis allé vivre chez mon oncle Roberto et ma tante Carmen, mais... » Il s'arrêta, mordillant sa lèvre inférieure. Daniel se pencha en avant. « Mais quoi ? » Ils ont dit que je coûtais trop cher. Qu'ils n'étaient pas obligés de s'occuper d'un garçon qui n'était même pas vraiment leur fils. Les mots sortirent dans un murmure, mais portaient le poids de mois de rejet et d'humiliation. Helena sentit des larmes lui brûler les yeux. L'ironie était cruelle. Eux, qui auraient tout donné pour avoir à nouveau un enfant, se trouvaient face à un garçon rejeté comme un fardeau. Marcus termina de manger et se leva rapidement. « Merci pour la nourriture. Je peux faire quelque chose pour vous, madame ? Faire la vaisselle, balayer la cour ? Assieds-toi, » dit Daniel fermement, mais sans menace. « Nous devons parler. » Le garçon obéit, mais son corps resta tendu, prêt à fuir au premier signe de danger. Helena s'approcha doucement, comme on s'approche d'un animal blessé. « Marcus, as-tu un endroit où dormir cette nuit ?» Il hésita avant de secouer la tête négativement. En vérité, il avait dormi à la gare les 3 derniers jours, toujours sur ses gardes pour ne pas être attrapé par les agents de sécurité. Daniel et Helena se regardèrent à nouveau. Une communication silencieuse passa entre eux, la même qu'ils avaient développée au cours de 15 ans de mariage. Tous deux pensaient à la même chose impossible, à la même folie qui pouvait autant les sauver que les détruire complètement. « Voudrais-tu rester ici cette nuit ?» demanda Helena, sa voix tremblante. Marcus la fixa avec méfiance. « Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» La question trancha comme une lame. Quel monde était-ce donc où un enfant de 10 ans devait se méfier de la bonté ? « Nous ne voulons rien, Marcus, » répondit Daniel. « Parfois, les gens font simplement ce qui est juste. » Mais Marcus avait appris que rien dans la vie n'était aussi simple. Il y avait toujours un prix, toujours une attente cachée. Pourtant, la perspective d'une nuit dans un vrai lit, loin du froid et des dangers de la rue, était trop tentante pour refuser. « Juste pour une nuit, » murmura-t-il. Helena sourit à travers ses larmes. « Juste pour une nuit. » Aucun des trois ne savait que cette unique nuit changerait leur vie pour toujours. Ils n'imaginaient pas non plus que la décision prise en ces quelques minutes dans la cuisine révélerait des secrets qui ébranleraient les fondations de tout ce qu'ils croyaient savoir sur la famille, l'amour et le destin.
Si cette histoire d'espoir et de transformation vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur. La première nuit de Marcus dans le manoir fut tout sauf tranquille. Il se réveilla 3 fois en sursaut, s'attendant à trouver l'oncle Roberto en train de crier, exigeant qu'il accomplisse une tâche impossible. Mais il ne trouva que le silence et la douce lumière de la lune filtrant à travers les rideaux de la chambre d'amis. Elena avait préparé un bain chaud et des vêtements propres. Ceux d'Oliver, qu'elle n'arrivait pas à donner, conservés comme des reliques sacrées. Voir Marcus porter la chemise bleue que son fils avait utilisée lors de son dernier anniversaire fut à la fois comme un coup de poing à l'estomac et une étreinte. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, le téléphone sonna. Elena répondit naturellement, mais son expression changea radicalement lorsqu'elle entendit la voix à l'autre bout du fil. « Je cherche un garçon noir, maigre, il doit mendier de la nourriture par ici. » La voix rugueuse fit geler Marcus, sa cuillère suspendue en l'air. « Roberto. Si quelqu'un l'a vu, il y a une récompense. Ce gamin s'est enfui de chez moi et doit revenir pour apprendre à être reconnaissant. » Elena raccrocha sans répondre, mais Daniel avait entendu assez. Ils virent Marcus se ratatiner sur sa chaise, la terreur marquée sur son jeune visage. « Il va me retrouver, » murmura Marcus. « Il me retrouve toujours. Il dit qu'un garçon noir sans famille n'a pas le droit de choisir où il veut rester. » La colère que Daniel ressentit à ce moment-là le surprit. Une colère profonde, viscérale, contre un système qui permettait que des enfants soient traités comme des objets jetables. Il se leva de table et marcha jusqu'à la fenêtre, observant une voiture sombre qui était passée lentement dans la rue pour la 3e fois en 10 minutes. « Marcus, » dit Daniel en se retournant, « raconte-moi la vérité sur ton oncle. » « Toute la vérité. » Le garçon hésita, puis les mots jaillirent comme une digue rompue. Roberto n'était pas seulement négligent, il était cruel. Il faisait travailler Marcus de 5 heures du matin jusqu'à tard dans la nuit, nettoyant l'atelier de mécanique, portant des pièces lourdes qui blessaient son petit dos. La nourriture était rationnée, le bain limité à 1 fois par semaine. Pire encore étaient les mots « Tu aurais dû mourir avec tes parents. Personne ne voudra jamais d'un garçon comme toi. Tu es un fardeau que je n'ai jamais demandé. » Elena sentit la nausée lui monter à l'estomac. Comment des adultes pouvaient-ils être aussi cruels avec un enfant? « Il y a autre chose, » dit Marcus en regardant le sol. « L'oncle Roberto a des amis étranges. Parfois il venait la nuit et me regardait d'une manière qui me faisait peur. C'est alors que j'ai décidé de fuir. » Le silence qui suivit était chargé de terribles implications. Daniel et Elena comprirent qu'ils n'avaient pas affaire seulement à de la négligence, mais à quelque chose de bien plus sinistre. À ce moment-là, la sonnette retentit. À travers l'écran vidéo, ils virent un homme corpulent, avec des cicatrices sur les mains et de petits yeux cruels. Roberto les avait retrouvés. Marcus se mit à trembler violemment. « Ne me livrez pas à lui. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je préfère vivre dans la rue. » Elena prit une décision qui la surprit elle-même. « Va dans la chambre et verrouille la porte. Ne sors pas, peu importe ce que tu entends. » Elle ouvrit la porte d'entrée avec une expression neutre, tandis que Daniel enregistrait discrètement tout avec son téléphone caché. « Mon neveu est ici. » Roberto ne perdit pas de temps en politesse. « Je viens le chercher. »« Quel neveu ?» demanda froidement Elena. « Ne jouez pas avec moi, madame. Garçon noir, maigre, il a sûrement inventé des mensonges sur moi. Les enfants inventent des histoires pour avoir de la nourriture gratuite. Il n'y a aucun enfant ici. » Roberto bouscula Elena et entra de force. « Marcus, sors de ta cachette. Tu verras bien en rentrant à la maison. » Daniel apparut dans l'escalier. « Sors de chez moi. Maintenant. Espèce de riche de merde, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Roberto sortit un couteau de sa poche. « Ce gamin est à moi de droit, et personne ne m'empêchera de l'éduquer comme il se doit. » Alors il se passa quelque chose qu'on n'attendait pas. Marcus descendit lentement les escaliers, mais il y avait quelque chose de différent en lui. Son dos était droit, son menton relevé. Pour la première fois depuis des mois, il ne ressemblait pas à un enfant terrifié, mais à quelqu'un qui avait trouvé du courage. « Je ne vais pas partir avec toi, oncle Roberto. » Sa voix, encore enfantine, portait une détermination de fer. Roberto éclata de rire, amer. « Ah oui? Et qui va m'en empêcher? Ces riches qui jouent à la bonté? Quand ils se lasseront de toi, tu verras comme la rue est froide. » Mais Daniel en avait assez entendu. Avec des gestes calculés, il s'approcha de Roberto. « Tu as 30 secondes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la police. » La police. Roberto rit plus fort. Ils donneront raison à l'oncle légal de l'enfant, pas à 2 bourgeois qui veulent jouer à la famille.
Vous ne savez rien de ce garçon. Elena fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Roberto sourit avec malice, comme s'il connaissait un terrible secret. Ah, il ne vous a pas dit? Marcus n'est pas un orphelin comme les autres. Il est spécial. Très spécial. Le garçon pâlit. Il y avait quelque chose dans son passé, quelque chose que Roberto savait et utilisait comme arme. Une seconde boucle narrative se formait. Quel secret Marcus portait-il? Pourquoi Roberto parlait-il de lui comme s'il était spécial? Peu importe, dit fermement Daniel. Marcus reste avec nous. Vous allez le regretter. Roberto rangea le couteau, mais son expression resta menaçante. Ce garçon va détruire votre famille parfaite. Et quand ce sera le cas, je serai là pour dire « je vous l'avais dit ». Il sortit en claquant la porte, mais tous savaient que ce ne serait pas la dernière fois qu'il le verrait. Roberto n'était pas le genre d'homme à abandonner facilement, surtout quand il y avait quelque chose de plus en jeu, quelque chose que Marcus n'avait pas encore révélé. Tandis que la voiture de Roberto disparaissait au coin de la rue, Elena serra Marcus contre elle. L'enfant pleura pour la première fois depuis qu'il était arrivé à la maison, des larmes de soulagement et de peur mêlées. Mais Daniel remarqua quelque chose de troublant. Marcus avait murmuré quelque chose pendant l'étreinte, si bas qu'il l'entendit à peine. Quelque chose comme « ils ne cesseront jamais de me chercher » et « ils ne savent pas qui je suis vraiment ». Quelle vérité Marcus cachait-il? Et pourquoi Roberto semblait-il si sûr que le garçon apporterait la destruction dans leur vie? 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'intrusion de Roberto, et la vie dans le manoir avait trouvé un rythme délicat. Marcus fréquentait l'école privée dans laquelle Elena l'avait inscrit, mais les cicatrices émotionnelles étaient plus profondes que toute blessure physique. Il se réveillait en criant la nuit, rêvant de mains rugueuses et de voix cruelles. Daniel, un avocat d'affaires prospère, commença discrètement à enquêter sur le passé de Marcus. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Les parents du garçon, Sarah et David Thompson, n'étaient pas morts dans un accident banal. La voiture avait été retrouvée au fond d'un lac, mais les circonstances étaient suspectes. La police avait classé l'affaire pour manque de preuves, mais des rumeurs indiquaient que David enquêtait sur des irrégularités financières dans l'entreprise où il travaillait. Encore plus intriguant, Marcus ne s'appelait pas vraiment Marcus. Son vrai nom était Michael Thompson, et il avait été enregistré sous une fausse identité par Roberto lui-même peu après la mort de ses parents. Mais pourquoi? Pendant ce temps, Elena remarquait des choses étranges dans le comportement du garçon. Il savait des choses qu'un enfant de son âge et de son milieu ne devrait pas savoir. Il parlait couramment 3 langues, résolvait mentalement des problèmes mathématiques complexes et avait une mémoire photographique impressionnante. Lorsqu'elle lui demandait où il avait appris tout cela, Marcus répondait simplement « Ma mère me l'enseignait avant de dormir ». La 3e révélation arriva par hasard. Elena organisait de vieux documents lorsqu'elle trouva une photo qui la fit s'étouffer. C'était une photo de journal datant de 5 ans, montrant David Thompson recevant un prix pour avoir développé un logiciel révolutionnaire de sécurité bancaire. À ses côtés, une femme élégante et un petit garçon, Marcus. « Daniel !» cria-t-elle en courant vers le bureau. « Tu dois voir ça. » La photo révélait une vérité choquante. Marcus n'était pas un orphelin ordinaire. Il était le fils de l'un des informaticiens les plus brillants du pays, un homme qui avait développé une technologie capable de révéler la corruption dans de grandes entreprises. Daniel connecta rapidement les points. C'est pour ça que Roberto le gardait caché. Si quelqu'un découvrait qui est vraiment Marcus, il viendrait le chercher, acheva Elena, l'horreur montant dans sa voix. À cet instant précis, Marcus entra dans le bureau, s'arrêtant brusquement en voyant la photo dans leurs mains. Son visage devint pâle. « Vous savez, murmura-t-il, ce n'était pas une question. Nous savons que tu es Michael Thompson, dit Daniel doucement, fils de David et Sarah Thompson. » Marcus, Michael, s'effondra dans une chaise, comme si le poids du monde était tombé sur ses petites épaules. « Mon père a découvert de mauvaises choses sur des hommes puissants, commença-t-il, la voix tremblante. Il avait des fichiers, des preuves. La nuit avant l'accident, il m'a appris un code spécial. Il a dit que si quelque chose leur arrivait, je devais utiliser ce code pour protéger l'information. » Elena s'agenouilla à côté de lui. « Quel genre d'information, mon chéri? » Emplacement de compte secret, nom de personnes volant de l'argent au gouvernement, des choses qui pourraient mettre beaucoup de monde en prison. Michael les regarda avec des yeux trop vieux pour son jeune visage. « Mon père a tout enregistré sur un dispositif spécial et m'a appris à y accéder. Il a dit qu'un jour je serais assez grand pour faire ce qui est juste. » Daniel sentit un frisson parcourir son échine. « Où est ce dispositif maintenant? » Roberto ne sait pas que je l'ai. Il est caché dans un endroit que moi seul connais. Michael hésita, puis continua.
mais ils savent qu'il existe. C'est pour ça qu'ils m'ont gardé en vie. Ils essayaient de me faire parler, utilisant la faim et la peur. Quand ça n'a pas marché, l'oncle Roberto a fait venir ces hommes étranges. Il disait avoir des méthodes différentes. La colère qu'Elena ressentit fut si intense que ses mains tremblèrent. Un enfant de 10 ans avait été torturé psychologiquement pour obtenir des informations capables de détruire des empires criminels. Michael, s'approcha Daniel avec précaution, combien de personnes savent pour ces fichiers? Je ne sais pas exactement, mais l'oncle Roberto recevait parfois des appels. J'entendais des noms, des personnes importantes. Politiques, hommes d'affaires. Michael fit une pause, se rappelant quelque chose de terrible. La dernière semaine avant de m'enfuir, je l'ai entendu parler de se débarrasser définitivement du problème, si je ne coopérais pas rapidement. Elena et Daniel échangèrent des regards alarmés. Ils n'avaient pas seulement recueilli un enfant abandonné, ils étaient devenus les protecteurs de quelqu'un portant des secrets capables de renverser des gouvernements. Nous devons aller à la police, dit Elena, mais Daniel secoua la tête. Et si la corruption y arrivait? Et si nous livrions Michael aux mêmes personnes qui ont tué ses parents? Daniel saisit le téléphone. Je connais quelqu'un au FBI. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais avant qu'il puisse composer le numéro, Michael lui saisit le bras. Non. Vous ne comprenez pas. Mon père a essayé d'aller voir les autorités. C'est pour ça qu'il est mort. Il a dit qu'il y avait des espions partout, même là où ça devait être sûr. Le téléphone sonna à ce moment-là, faisant sursauter tout le monde. Daniel répondit avec hésitation. Avez-vous trouvé le garçon? La voix n'était pas celle de Roberto, mais celle de quelqu'un de plus dangereux. Plus raffiné. J'ai une proposition pour vous. 15 millions en argent propre. Tout ce que vous avez à faire, c'est livrer Michael Thompson et faire comme s'il n'existait pas. Daniel raccrocha immédiatement, mais le message était clair. Ce n'était plus seulement Roberto qui poursuivait Michael. C'étaient des personnes aux ressources illimitées, prêtes à payer des fortunes ou à commettre des meurtres pour protéger leurs secrets. Ils savent que vous m'avez, dit Michael, sa voix petite mais courageuse. Maintenant, vous êtes aussi en danger. Peut-être devrais-je partir. Jamais, dit Elena avec férocité, le serrant dans ses bras. Tu es notre fils maintenant, et les familles se protègent entre elles. Mais tout le monde savait que la déclaration de guerre avait été faite. Des personnes puissantes voulaient Michael mort ou disparu, et maintenant Elena et Daniel étaient des obstacles sur leur chemin. La question qui flottait dans l'air était terrifiante. Comment 3 personnes, dont un enfant, pouvaient-elles affronter une conspiration qui avait tué les parents de Michael et corrompu des institutions entières? Daniel regarda Michael, puis Elena. Une idée dangereuse commença à se former dans son esprit. Peut-être que la meilleure défense c'était l'attaque. Peut-être était-il temps d'utiliser les secrets de Michael non pour se cacher, mais pour révéler la vérité une bonne fois pour toutes. Mais d'abord, il devrait survivre à ce qui allait venir. Le plan de Daniel était extrêmement risqué, mais c'était la seule chance qu'ils avaient. Pendant 3 jours, il travailla secrètement avec Michael, apprenant tout sur les fichiers que le garçon avait cachés. Le dispositif était enterré dans le cimetière où ses vrais parents avaient été enterrés, un endroit où Roberto n'aurait jamais pensé à chercher. Il y a 23 politiciens, 15 cadres de grandes entreprises et 7 juges, expliquait Michael tout en décryptant les fichiers sur un ordinateur portable isolé d'Internet. Mon père a découvert un système où il blanchissait de l'argent de la drogue via de faux contrats gouvernementaux. Elena observait par la fenêtre. Des voitures suspectes étaient apparues dans le quartier. Des hommes en costume sombre photographiaient discrètement la maison. Le cercle se resserrait. « Combien de temps te faut-il » demanda Daniel en vérifiant les caméras de sécurité. 2 heures de plus pour tout organiser et créer plusieurs copies, répondit Michael, ses doigts volant sur le clavier avec une habileté impressionnante. Mais il n'avait pas 2 heures. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, Elena décrocha. « Bonjour, Madame Collins », la voix était polie mais glaciale. « Je m'appelle Jonathan Walsh. Vous avez peut-être entendu parler de moi. » Elena s'étrangla. Tout le monde connaissait Walsh, sénateur pour 3 mandats, candidat à la présidence, l'homme le plus riche de l'État. Sa photo était dans tous les journaux. « J'ai une offre finale », continua Walsh. 50 millions de dollars, transférés immédiatement sur le compte de votre choix. Tout ce que je demande en échange, c'est que vous remettiez Michael Thompson et gardiez un silence absolu sur toute information qu'il aurait pu partager. « Et si nous refusons » demanda Elena, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Eh bien, vous êtes des personnes intelligentes. Vous comprenez certainement que des accidents arrivent. Surtout avec des familles qui se mêlent d'affaires qu'elles ne comprennent pas complètement. » La ligne se tut,
mais la menace résonnait dans l'air comme un tonnerre lointain. Michael cessa de taper, ses petites mains tremblant. Ils vont nous tuer, n'est-ce pas? Comme ils ont fait avec mes parents. Daniel s'agenouilla à côté du garçon. Pas si tu termines ce que ton père a commencé. Si nous réussissons à exposer la vérité, ils ne pourront pas nous toucher sans confirmer leur propre culpabilité. C'est alors qu'Elena eut une idée brillante. Michael, tu as dit que ton père était expert en sécurité bancaire. T'a-t-il appris à hacker des systèmes? Il disait que c'était pour me protéger. Au cas où un jour je devrais prouver quelque chose seul. Michael acquiesça. Pourquoi? Parce que nous allons tout diffuser en direct, sourit Daniel pour la première fois depuis des jours. Tous les réseaux sociaux, toutes les chaînes d'information, simultanément. S'ils essaient de nous arrêter, cela ne fera que attirer plus d'attention sur ce qu'ils sont désespérés de cacher. L'heure suivante fut frénétique. Michael hacka les systèmes de diffusion tandis que Daniel contactait des journalistes de confiance. Elena prépara plusieurs copies des fichiers et les envoya à des avocats dans différents pays. À 3 heures de l'après-midi, lorsque les hommes de Walsh envahirent enfin la propriété, il était déjà trop tard. « Bonjour à tous », parlait Daniel directement à des dizaines de caméras en direct. « Je m'appelle Daniel Collins, et à mes côtés se trouve Michael Thompson, fils des scientifiques assassinés David et Sarah Thompson. Dans les 2 prochaines heures, vous verrez des preuves irréfutables du plus grand réseau de corruption de l'histoire moderne. » Roberto apparut à l'écran, poussant d'autres hommes. « Éteignez ça. Éteignez maintenant. » Mais Michael sourit pour la première fois depuis son arrivée dans la maison. « Pas possible, oncle Roberto. Mon père m'a bien appris. Le système est verrouillé pendant 6 heures. Rien ne peut interrompre la diffusion. » Les documents commencèrent à apparaître sur les écrans. Contrats falsifiés, transferts bancaires, enregistrements de conversations téléphoniques. Nom après nom de personnes en qui le public avait confiance apparaissaient impliquées dans des crimes odieux. Walsh apparut en personne, tentant une dernière fois. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, gamin. Je peux vous faire disparaître de la carte. » « Pas devant 200 millions de spectateurs en direct, » répondit Elena en montrant les compteurs d'audience qui ne cessaient de grimper. Le coup de théâtre final arriva lorsque Michael accéda à un fichier spécial, des enregistrements que son père avait secrètement réalisés de Walsh ordonnant personnellement le meurtre des Thompson. La voix du sénateur résonna dans les haut-parleurs. « Tuez-les tous les deux, mais gardez l'enfant en vie jusqu'à ce que nous découvrions où sont les fichiers. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Walsh savait que sa carrière, sa liberté et sa vie telle qu'il la connaissait étaient terminées à cet instant. « Vous avez tout détruit, » murmura-t-il, mais sa voix fut captée par les microphones. Des décennies de travail, des milliards de dollars. Travail volant au peuple et tuant des innocents, répondit Michael, sa petite voix ferme résonnant dans tout le pays. Mes parents sont morts en essayant de faire ce qui était juste. Aujourd'hui, ils ont enfin réussi. Les sirènes de la police, cette fois la fédérale, pouvaient déjà se faire entendre en approchant. Walsh tenta de fuir, mais découvrit que la propriété était encerclée par des agents du FBI que Daniel avait contactés par des canaux sécurisés. Roberto fut arrêté en essayant de supprimer des fichiers de son téléphone. Walsh fut menotté en direct, devant tout un pays regardant abasourdi l'effondrement d'un empire de corruption. Mais le plus grand retournement était encore à venir. Un des agents fédéraux s'approcha de Michael et s'agenouilla à son niveau. « Michael Thompson, j'ai un message pour toi de la part de quelqu'un de très spécial. » L'homme montra une photo qui fit pousser à Michael un cri mêlant joie et désespoir. C'était sa grand-mère paternelle, Elizabeth Thompson, que tout le monde croyait morte. « Elle est vivante, mon fils. Ton père l'a cachée avant de mourir, sachant que des personnes dangereuses viendraient après toute la famille. Elle te cherche depuis 2 ans. » Michael s'effondra en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de pur bonheur. Il aurait non seulement une nouvelle famille avec Elena et Daniel, mais aussi la chance de se reconnecter avec sa famille biologique. La justice avait été rendue, complète et dévastatrice. 6 mois plus tard, la maison qui résonnait autrefois seulement de silence et de deuil s'était transformée en un foyer plein de vie et de rire. Michael avait grandi de 5 centimètres, avait pris du poids, et l'éclat était revenu dans ses yeux bruns. Plus important encore, il avait cessé de regarder par-dessus son épaule, cherchant des ombres qui n'existaient plus. La diffusion en direct avait abouti à la plus grande opération anticorruption de l'histoire du pays. Walsh reçut la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Roberto fut condamné à 20 ans pour abus sur mineurs, enlèvement et conspiration. Des dizaines d'autres criminels furent exposés et arrêtés, et des milliards de dollars volés furent récupérés et restitués aux caisses publiques. Michael était devenu un héros national, mais Elena et Daniel veillèrent à ce qu'il reste seulement un enfant.
Il allait à l'école normalement, jouait au football avec ses amis, et avait des cours de piano les mardis et jeudis. La seule différence était la sécurité discrète qui l'accompagnait, non par peur, mais par précaution. « Papa Daniel », dit Michael pendant le petit déjeuner du dimanche, utilisant le titre qu'il avait adopté naturellement. « À quelle heure arrive grand-mère Elisabeth déjà ?» Daniel sourit. La relation entre Michael et sa grand-mère biologique avait prospéré à travers des appels vidéo hebdomadaires et des lettres écrites à la main. Elisabeth, une enseignante à la retraite de 72 ans, avait passé 2 ans cachée dans une petite ville, attendant toujours le jour où elle pourrait enfin embrasser son petit-fils. « À 2 heures de l'après-midi, » répondit Elena en ajustant la cravate de Michael. Aujourd'hui était un jour spécial. En plus de la visite de la grand-mère, ils allaient officialiser quelque chose qui existait déjà dans leur cœur depuis des mois. Au bureau d'enregistrement, entourés d'amis et de l'équipe juridique qui les avait aidés tout au long du processus, Daniel et Elena officialisèrent l'adoption de Michael. Le juge, un homme aimable qui avait suivi l'affaire depuis le début, sourit en signant les documents finaux. « Michael Thompson Collins, dit-il solennellement, tu es maintenant officiellement le fils de Daniel et Elena Collins, avec tous les droits et protections que cela implique. » Michael serra ses parents adoptifs dans ses bras, chuchotant « Merci de m'avoir sauvé. De m'avoir donné une vraie famille. »« Merci de nous avoir sauvés aussi, » murmura Elena, les larmes coulant sur son visage. « Tu as ramené la vie dans cette maison. » La fête d'adoption fut petite mais significative. Elisabeth arriva ponctuellement, une dame élégante aux cheveux argentés et au sourire chaleureux. Quand elle vit Michael, ils restèrent tous deux paralysés un instant avant de courir l'un vers l'autre. « Tu as tellement grandi, » pleura-t-elle, tenant son visage entre ses mains. « Tellement courageux, comme ton père. David serait tellement fier de toi. »« Grand-mère, voici mes parents Daniel et Elena, » dit Michael en la prenant par la main. « Ce sont les personnes les plus incroyables du monde. » Elisabeth serra Elena et Daniel dans ses bras avec une gratitude sincère. « Vous avez fait plus que d'adopter mon petit-fils. Vous avez sauvé son âme. Et en exposant ces criminels, vous avez sauvé d'innombrables autres familles qui auraient souffert à l'avenir. » Pendant la fête, Michael se leva pour prononcer un discours. À 11 ans, il avait appris des leçons que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. « Il y a 1 an, je pensais être seul au monde, » commença-t-il, sa voix claire et confiante. « Je pensais que d'être différent, pauvre, orphelin signifiait que je n'avais aucune valeur. Oncle Roberto disait toujours que personne ne voudrait d'un garçon comme moi. » Il regarda Elena et Daniel. « Mais ensuite, j'ai rencontré des personnes qui m'ont appris que la famille ne consiste pas à avoir le même sang. La famille consiste à choisir d'aimer quelqu'un, même quand c'est difficile. Il s'agit de se protéger les uns les autres, même quand c'est dangereux. » Ses yeux brillaient de larmes, mais sa voix restait ferme. « Mon père biologique m'a appris à être courageux et à lutter pour la vérité. Ma mère biologique m'a appris à être gentil et intelligent. Ma grand-mère Elisabeth m'a enseigné nos racines et notre histoire. Mais Daniel et Elena m'ont appris quelque chose d'encore plus important. Ils m'ont appris que je mérite d'être aimé. » Le silence dans la pièce était total, sauf pour les sons doux des personnes qui essuyaient discrètement leurs larmes. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de mon adoption, » continua Michael. « Il s'agit de la façon dont l'amour peut tout transformer. Comment les personnes qui souffrent peuvent guérir en aidant d'autres qui souffrent aussi. Comment la gentillesse de 2 personnes peut changer le monde entier. » Il s'arrêta, regardant autour de la salle remplie de personnes qui étaient devenues sa famille élargie. « Si vous ne retenez qu'une seule chose de mon histoire, que ce soit ceci, ne sous-estimez jamais le pouvoir de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Ne croyez jamais qu'une personne n'a pas de valeur à cause de sa couleur, de ses origines ou de sa situation. Et ne cessez jamais de faire ce qui est juste, même quand cela semble impossible. » Le public éclata en applaudissements, mais Michael n'avait pas terminé. « Et pour tout enfant qui regarde ceci et qui se sent perdu ou rejeté, vous comptez. Vous avez de la valeur. Quelque part, il y a une famille qui attend pour vous aimer. N'abandonnez pas. L'obscurité passe toujours, et l'amour trouve toujours un chemin. » Lorsque Michael s'assit enfin, il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Elena et Daniel le prirent dans leurs bras, sachant qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Non seulement un garçon remerciant pour son adoption, mais un jeune héros partageant une sagesse capable d'inspirer des générations. Plus tard dans la soirée, lorsque les invités étaient partis et qu'Elisabeth s'était installée dans la chambre d'amis, la nouvelle famille se réunit dans le salon. Michael était blotti entre ses parents adoptifs, enfin en paix. « Tu sais, » dit Daniel doucement, « quand nous avons perdu Oliver, nous pensions que notre histoire familiale était terminée. Mais en réalité, une nouvelle histoire venait juste de commencer. »« La meilleure histoire, » ajouta Elena en embrassant le sommet de la tête de Michael.
Notre histoire, murmura Michael, à moitié endormi. Et c'était vraiment le cas. Une histoire sur la façon dont le véritable amour surmonte toutes les barrières, comment le courage peut vaincre la corruption, et comment les familles les plus fortes sont celles construites non par le sang, mais par le choix délibéré d'aimer inconditionnellement. Dehors, le quartier dormait paisiblement, protégé par un garçon courageux qui avait prouvé que les héros viennent de toute taille, couleur et circonstances. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui montrent le meilleur